Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Yunania serrait fermement son petit sac lorsque les portes du manoir Maduka s'ouvrirent. Le domaine était grandiose, avec un sol en marbre étincelant à l'entrée, des haies parfaitement taillées, un garage pour 3 voitures où des véhicules de luxe reposaient silencieusement tels des lions endormis. Mais il n'y avait aucune chaleur. L'air était lourd, de cette lourdeur qui règne dans un lieu longtemps épargné par la joie. Un majordome, grand et au visage sombre, l'accueillit à la porte et la laissa entrer sans un sourire. Sa chambre était petite mais propre, nichée derrière les quartiers des domestiques. Maman Keshi, la cuisinière âgée au regard bienveillant, l'accueillit avec une assiette chaude de riz jalaf et un avertissement. Faites profil bas. Cette maison n'est pas ce qu'elle paraît. Ife, qui avait accepté ce travail par désespoir pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs restés chez elle à Enugu, acquiesça en silence. Mais son esprit était déjà en ébullition, remarquant les regards gênés échangés entre les membres du personnel, le silence strict au repas et la façon dont le nom d'Oga était murmuré, non prononcé. Elle l'avait rencontré le 2e jour. Obinna Maduka, autrefois une figure emblématique du secteur immobilier nigérian, et aujourd'hui une ombre en fauteuil roulant. Il était assis près du piano à queue dans le salon, le regard perdu dans le vide, rivé aux parois vitrées. Sa présence engloutissait la pièce. « Tu es la nouvelle » murmura-t-il sans tourner la tête. « Ne touche à rien sans qu'on te le dise. » Sa voix était grave mais creuse, comme celle de quelqu'un qui commandait autrefois aux foules et qui peinait désormais à maîtriser son propre corps. Lorsqu'elle le salua comme il se doit, il ricana et se détourna. Ife ressentit la douleur de l'insulte, mais les paroles de Momonkeshi résonnèrent dans son esprit. Ce soir-là, elle nettoya le couloir au lustre où plus personne ne marchait et le vit passer avec une infirmière, le visage impassible. Il ne parla pas, et elle n'essaya pas. Pourtant, quelque chose dans la solitude qui se lisait dans son regard persistait en elle. Le 4e jour, Ife comprit ce qui donnait à la maison un air maudit. Elle balayait près de l'escalier lorsqu'elle entendit des voix chuchotées résonner dans le couloir supérieur. S'approchant légèrement, elle s'arrêta derrière les lots rideaux et aperçut Vivian, la femme d'Obena, debout au-dessus de lui dans le salon. Son ton était teinté de venin. « Tu ne peux même pas te servir de tes jambes, et pourtant tu t'attends à ce que les gens te craignent, » ricana-t-elle. Sa beauté était saisissante, ses longs cheveux brésiliens tressés, son maquillage impeccable, mais ses paroles trahissaient la cruauté. Obena était assis sur sa chaise, la mâchoire serrée, mais ne disait rien. Juste à ce moment, Shidi entra, desserrant sa cravate et riant. « Vive, laisse-le, dit-il en posant une main sur sa taille. Laisse le roi profiter de son trône roulant. » Ife halta et s'éloigna rapidement sur la pointe des pieds avant d'être aperçu. Son cœur battait la chamade. Elle ne comprenait pas comment un homme pouvait être raillé aussi violemment chez lui. Plus tard ce soir-là, dans la cuisine commune, elle osa interroger Momonkeshi sur ce dont elle avait été témoin. La vieille femme soupira profondément en remuant une marmite de soupe d'égusi. « Depuis cet accident, Madame et Shidi ont changé, » dit-elle en secouant la tête. « Ils n'ont jamais été des saints, mais au moins, avant, ils cachaient leur méchanceté. » Elle expliqua qu'Obena avait été victime d'un accident presque mortel sur le pont du 3e continent. Beaucoup racontèrent que Shidi avait trafiqué la voiture, mais aucune preuve n'en fut jamais trouvée. Après l'accident, Obena devint froide, s'en prenant à tout le monde, même aux personnes bien intentionnées. Il a perdu plus que ses jambes, a ajouté Momonkeshi. Il a perdu sa fierté, sa position. C'est ce qui l'a brisé. Ife ne put dormir cette nuit-là. Elle pensa à son propre père, mort en travaillant dur pour lui donner une chance, à elle et à ses frères et sœurs. Et bien qu'Obena se soit montré dur depuis son arrivée, elle commença à se demander quelle douleur pouvait bien pousser un homme à tolérer une telle cruauté de son propre sang. Chez les Maduka, les matins étaient toujours pareils, mécaniques, sans joie, routiniers. Ife remarqua qu'Obena ne mangeait presque jamais plus de quelques bouchées de son petit déjeuner. Un matin, elle fut chargée de lui servir le thé. Nerveusement, elle entra dans le bureau où il s'asseyait souvent en silence. « Bonjour, monsieur, » dit-elle en posant doucement le plateau. Il ne répondit pas. « Votre thé, monsieur » ajouta-t-elle. « Toujours rien. » Puis, d'une voix soudaine et assourdissante, il lança.
Vous me croyez sourde? Sortesse. Ife sursauta, murmura des excuses et quitta rapidement la pièce. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle fixa la porte un instant, se murmurant « Tu n'es pas l'ennemi ». Ce soir-là, elle revint nettoyer la même pièce. Cette fois, il dormait sur la chaise, la tête penchée sur le côté. Son visage et son sommeil semblaient moins amers, plus fatigués, plus humains. Elle ajusta sa couverture avant de partir discrètement. Ce qu'Ife ne vit pas, c'est qu'Obena avait ouvert les yeux desquels avait touché la couverture. Il resta immobile, faisant semblant de dormir, s'autorisant à ressentir ce bref réconfort. Le lendemain, elle le salua à nouveau, doucement. Il ne répondit pas, mais ne la gronda pas non plus. C'était un progrès. Elle commença à remarquer d'autres choses. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il essayait de signer des documents. Sa grimace quand sa femme riait trop fort dans le couloir avec Chidi. Comment il avait passé des heures à contempler le portrait de son défunt père dans le couloir. Sous la surface se cachait une profonde tristesse, des couches de tristesse. Et tandis que tout le monde marchait sur la pointe des pieds autour de lui, avec peur ou mépris, Ife commença à voir au-delà de sa colère et à voir l'homme sous les ruines. Elle savait que la gentillesse ne suffirait pas encore à changer quoi que ce soit. Mais elle savait aussi ce que signifiait porter la douleur en silence. Et en cela, elle n'était pas si différente. Le passé avait tendance à planer comme de la fumée dans le manoir d'Obena. Bien que les domestiques en parlaient rarement, les échos du passé résonnaient encore dans les murs. Obena arpentait ses couloirs d'un pas royal, chaque membre du personnel se mettant au garde à vous. C'était un visionnaire, audacieux, déterminé et charmant. L'entreprise qu'il avait créée de toutes pièces, Maduka Estate, avait autrefois fait la fierté du secteur immobilier. Mais tout a changé après le krach. Il pleuvait ce soir-là. Il avait quitté un dîner de famille tendu après une violente dispute avec Chidi. Sur le chemin du retour, sa voiture avait fait une embardée et percuté le bas-côté à vive allure. On murmurait que les freins avaient lâché, d'autres disaient qu'il était ivre, mais rien de tout cela n'a été confirmé. Seul le résultat comptait, des lésions de la colonne vertébrale, une paralysie permanente de la taille aux pieds, et une trahison qui s'envenimerait en silence. Depuis, Vivian le traitait comme un fardeau dont elle avait hâte de se débarrasser. Elle avait autrefois fait l'envie de la Lego Society, magnifique, sûre d'elle, la parfaite épouse trophée. Désormais, elle ne reconnaissait presque plus Obena, sauf pour l'insulter ou lui faire honte. Et Chidi, le frère qui jadis accompagnait tous les succès d'Obena, se promenait désormais dans la maison comme si elle lui appartenait. L'Empire commençait à lui glisser entre les doigts. Sa signature était toujours nécessaire pour les contrats importants, mais Chidi dirigeait les réunions. Vivian assistait seul aux événements. Les employés ne craignaient plus leur ogre, ils craignaient Chidi. Le monde d'Obena était devenu petit, sa chambre, son bureau, son silence. Et dans cette prison de privilèges, il pourrissait. Ife voyait tout cela, non parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'elle regardait. Silencieusement. Prudemment. Et à chaque mot cruel que Vivian lançait à son mari, et à chaque regard suffisant que Chidi arborait, quelque chose au fond d'Ife commençait à bouillonner. Un après-midi, alors qu'Ife nettoyait le couloir près de la cour intérieure, elle entendit de nouveau des murmures, cette fois derrière les portes vitrées closes du salon de jardin. Elle se figea. Vivian et Chidi parlaient à voix basse, mais avec enthousiasme. Il est faible, siffla Vivian. Il ne lit même plus les papiers qu'il signe. Chidi glausa. Dès qu'il aura signé le contrat pour le projet Lucky Phase 2, nous en aurons fini avec lui. Je prendrai la présidence, et toi, tu seras la reine. Il y eut des rires, puis le silence, puis le son caractéristique d'un baiser. Les mains d'Ife tremblaient. Elle recula doucement, mais son esprit raisonnait de ce qu'elle venait d'entendre. Il prévoyait de tout prendre, et Obena l'ignorait complètement. Elle aurait voulu courir le prévenir, mais elle savait que ce n'était pas encore le moment. Qui croirait une servante? Cette nuit-là, elle resta assise au bord de son lit, incapable de dormir. La vérité était pesante. Elle pensa à sa propre famille, à la facilité avec laquelle quelqu'un aurait pu voler son père lorsqu'il était tombé malade. Elle pensa à la solitude qu'elle lisait dans les yeux d'Obena. Pourrait-elle le prévenir sans risquer son emploi? Et s'il la licenciait? Ou pire? Non, il lui fallait des preuves. Mais plus que cela, elle avait besoin qu'il lui fasse suffisamment confiance pour l'écouter. Le lendemain matin, elle était silencieuse pendant les corvées, plus observatrice que jamais.
Elle regardait Chidi se pavaner dans le manoir, et Vivian donner des ordres comme une reine. Elle observa Obéna, toujours perdu dans sa propre douleur, ignorant que les loups l'avaient déjà encerclé. Pour la première fois, Ife ressentit de la peur, mais au fond, une résolution tranquille commençait à se former. La salle à manger était inhabituellement pleine ce soir-là. Chidi avait invité quelques associés à déjeuner, et bien qu'Obéna n'en ait pas été informé, il fut amené à la dernière minute comme un trophée que personne ne voulait exhiber. Le personnel circulait silencieusement dans la salle, disposant les couverts et débarrassant les assiettes, tandis qu'Ife se tenait à côté, un plateau rempli de verres d'eau fraîche. La conversation s'écoulait, la voix de Chidi, pleine d'autorité, riant à ses propres blagues et lançant des insultes désinvoltes à Obéna. Je me souviens de l'époque où mon frère intimidait tout le monde avec sa voix et sa démarche, disait-il avec un sourire narquois. Mais maintenant, eh bien, il ne bouge que lorsqu'on le pousse. Des rires éclatèrent autour de la table. La mâchoire d'Obéna se serra, mais il ne dit rien. Puis Vivian intervint. Au moins, il est toujours aussi beau sur une chaise. Certains hommes auraient déjà commencé à baver. Les rires devinrent plus sombres, plus méchants. Ife resserra sa prise sur le plateau tandis qu'elle regardait l'homme qu'elle craignait autrefois reculer sous leur moquerie. Mais elle garda sa langue. Après le départ des invités et le débarras des assiettes, l'humiliation demeurait pesante. Obéna était assis seul dans le couloir, près des portraits de famille, le regard perdu dans le vague. Ife passa avec un panier à linge, puis hésita. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais des années de connaissance de sa place lui avaient appris le silence. « Il ne devrait pas te parler comme ça, » murmura-t-elle finalement, le dos tourné. Il ne répondit pas immédiatement, et elle se demanda si elle avait dépassé les bornes. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, il répondit « C'est ce que je mérite. » Les mots étaient creux, empreints de dégoût de soi. C'était la première fois qu'elle l'entendait parler avec une quelconque vulnérabilité. À cet instant, Ife réalisa une chose cruciale. Obéna n'avait pas seulement perdu l'usage de ses jambes. Il avait perdu la volonté de se défendre, la confiance en lui, et tout le monde autour de lui en profitait. Ife s'en alla avec un nouveau poids sur la poitrine, non pas la peur, mais le besoin de protéger le peu qui lui restait de lui. 3 jours plus tard, lors d'une réunion houleuse du personnel au sujet d'un inventaire manquant, l'une des femmes de chambre, Shinlo, fut accusée d'avoir volé des articles de toilette dans l'aile réservée aux invités. Chidi, déjà de mauvaise humeur, fit irruption dans les quartiers de la servante et exigea son renvoi. Obéna, sous la pression de sa nourrice, aboya à son tour sur Shinlo, l'accusant d'insouciance et d'irrespect. Shinlo pleura et plaida son innocence, mais personne ne l'écouta. Sauf Ife. Observant depuis son coin, elle savait que les accusations étaient infondées. Elle était de garde avec Shinlo ce jour-là et l'avait vu travailler dans l'aile principale tout le temps. Prenant une profonde inspiration, Ife s'avança. « Monsieur, elle n'était pas là. Elle n'aurait rien pu prendre, dit-elle fermement. » Le silence régna dans la salle. Obéna fronça les sourcils. « Tometratse menteur » demanda-t-il froidement. « Non, monsieur, répondit-elle. Je dis simplement que la vérité mérite d'être exprimée. » Ces mots fendent l'air comme une lame. L'espace d'un instant, le sourire amusé de Chidi se figea sur ses lèvres. Obéna la fixa, stupéfaite, non par manque de respect, mais par cette rare audace. Personne n'avait osé le défier depuis des mois, pas comme ça. Il balaya la question d'un grognement et sortit en fauteuil roulant, laissant derrière lui une traînée de confusion. Plus tard dans la nuit, Ife fut convoquée dans le bureau d'Obéna. S'attendant à être renvoyée, elle entra, le cœur battant. Mais Obéna ne cria pas. Au lieu de cela, il la regarda avec un regard indéchiffrable et lui demanda « Pourquoi l'as-tu défendue ?» Elle se redressa et répondit « Parce qu'elle ne l'a pas fait, et parce que chacun mérite quelqu'un pour le défendre. » Il y eut un silence, puis un léger hochement de tête. Il ne la remercia pas, mais ne la congédia pas non plus. Cette nuit-là, Ife réalisa que quelque chose avait changé. Non seulement dans la perception qu'Obéna avait d'elle, mais aussi dans la façon dont elle le voyait désormais. Un homme qui valait la peine d'être sauvé. Plus tard dans la semaine, Ife se retrouva assise dans la cuisine après minuit avec Maman Keshi, sirotant un chocolat chaud. La vieille dame avait remarqué son stress et s'était gentiment excusée. Lorsqu'Ife lui avoua tout ce qu'elle avait entendu, l'alliance de Vivian et Chidi, leur projet de s'emparer de l'empire d'Obéna, le visage de Maman Keshi s'assombrit. « Je le craignais,
murmura-t-elle. Vivian n'a jamais été loyale, et Chidi, toujours un serpent. Elle se pencha plus près, baissant la voix. Il y a autre chose. Avant de mourir, le père d'Oga a mis à jour son testament. Il a dit qu'il laisserait un héritage important à celui qui protégerait l'héritage de Maduka avec vérité et loyauté. Ife cligna des yeux, stupéfaite. Tu veux dire? Je veux dire? Il y a encore une raison de croire que la justice finira par trouver son chemin, dit le vieux cuisinier. Mais seulement si quelqu'un le révèle. Pour la première fois, Ife comprit pleinement le poids de ce dans quoi elle s'engageait. Ce n'était plus seulement de la gentillesse, c'était la guerre. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Ife était assise près de sa petite fenêtre, observant les ombres se déplacer sur la propriété. Tout avait désormais une signification différente. Le silence, la tension, la façon dont Vivian et Chidi contrôlaient la maison, tout cela faisait partie d'un tableau plus vaste. Et elle, simple servante, était devenue une menace sans même le vouloir. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de détermination. Maman Keshi avait promis de l'aider discrètement, par tous les moyens possibles. Ils avanceraient prudemment, mais ils ne resteraient plus les bras croisés. À l'aube, Ife murmura une prière silencieuse à sa défunte mère, lui demandant de la force. Quoi qu'il advienne, elle avait fait son choix. Elle défendrait non seulement Obena, mais aussi la vérité. Le lendemain matin, l'avocat Agi arriva au manoir pour l'une de ses rares visites. Obena le reçut en privé dans le bureau, et Ife, apportant le thé, aperçut un homme dont les épaules s'affaissaient sous des poids invisibles. « Ils ont vidé mon entreprise, Agi, dit Obena d'un ton neutre, et je les ai laissés faire. » L'avocat, un homme au regard perçant d'une soixantaine d'années, se pencha en avant. « Tu ne les as pas laissés faire, Obena. Tu étais en deuil, en voie de guérison, et ils en ont profité. » Obena secoua la tête. « Je ne reconnais même plus ma vie. Ma propre femme se moque de moi. Mon frère, s'interrompit-il, trop honteux pour continuer. Agi posa une main sur son épaule. Alors, reprenez-le. Commencez quelque part. De la porte, Ife se retira silencieusement, les laissant parler. Mais elle laissa le thé derrière elle, non par devoir, mais par espoir. Plus tard dans la journée, Obena s'assit dehors sous l'auvent du jardin pour la première fois depuis des semaines. La brise caressa sa peau, l'espace d'un instant, il ferma les yeux, se souvenant de qui il était. Ife passa et le salua. Il hocha la tête, puis, à sa surprise, lui fit signe de s'asseoir. « Pourquoi restes-tu » demanda-t-il. « Cette maison est maudite. » Elle le regarda attentivement avant de répondre. « Peut-être que je reste parce que je crois que tu n'es pas aussi brisé que tu le penses. » Ses lèvres tressaillirent, presque en un sourire, mais s'arrêtèrent à mi-chemin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour commencer à reconstruire quelque chose qu'il avait longtemps enfoui, la foi en les autres, et peut-être, lentement, en lui-même. L'atmosphère ce soir-là était électrique et tendue. Vivian, de retour d'un séjour au spa, remarqua Obena assis dans le jardin, inhabituellement calme. Elle fit irruption dans la pièce et le confronta. « Alors maintenant, tu te prends à nouveau pour un roi, assis dehors comme si tu comptais ?» Obena essaya de l'ignorer, mais elle n'en avait pas fini. « Laisse-moi te rappeler que tu es en vie uniquement parce que je n'ai pas débranché la prise, » siffla-t-elle. Puis vint la gifle. Un craquement sourd et sec lui traversa la joue. Le visage d'Obena se détourna, mais il ne broncha pas. Chidi, qui rôdait à proximité, intervint en gloussant cruellement. « Vive, ne gaspille pas ton énergie avec un légume. » Un rire glacial et perçant s'éleva. Puis une voix retentit. « Ça suffit. » Tout le monde se retourna. Ife se tenait à l'entrée, les poings serrés, le regard étincelant. « Vous me dégoûtez, tous les deux, » dit-elle d'une voix tremblante de fureur. « Il ne peut peut-être pas marcher, mais il est plus humain que vous deux réunis. » Pendant un instant, le silence s'installa. Vivian avait l'air d'avoir reçu une gifle. Le sourire narquois de Chidi disparut. Obena fixa Ife, stupéfaite. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi, pas même sa famille. Vivian reprit vite ses esprits, aboyant pour qu'Ife parte. Mais Obena parla pour la première fois, avec défi. Elle resta. « Vas-y. » Sa voix était ferme. Vivian cligna des yeux, stupéfaite, avant de s'en aller en trombe. Cet instant changea tout. Ife avait brisé le silence. Et Obena avait enfin compris comment élever la voix. Le lendemain de la confrontation, Ife reprit ses fonds.
Yon avec une détermination tranquille, se demandant si elle avait outrepassé ses fonctions ou gagné un allié inattendu. Lorsqu'elle entra dans le bureau d'Obéna pour faire le ménage, il ne s'exclama pas et ne fronça pas les sourcils comme à son habitude. Au lieu de cela, il leva les yeux de son journal et marmonna. « Tu as été courageuse hier. » Ife marqua une pause, incertaine de la réponse à donner. Il lui fit signe de s'asseoir près de lui et dit « Asseyez-vous. » L'invitation la choqua plus que le compliment. Il ne parla plus beaucoup après cela, se contentant de demander de l'eau et retourna à sa lecture. Mais le silence entre eux semblait moins pesant, presque convivial. Cet après-midi-là, Obéna la rappela, non pas pour aboyer des ordres, mais pour lui demander de vérifier le dosage de ses médicaments du soir. D'habitude, Vivian s'en charge, marmonna-t-il, presque honteux. Ife prit l'ordonnance, examina attentivement l'étiquette et nota mentalement ce qui avait changé récemment. Pour la première fois, elle sentit la porte de sa confiance s'ouvrir. Au cours des jours suivants, une routine subtile s'installa entre eux. Ife commença à vérifier le sel et les portions de ses plats, s'assurant qu'il mangeait bien, même s'il ne s'agissait que d'une demi-assiette. Elle rangea son espace personnel avec plus d'attention, et en retour, Obéna s'adoucit. Il ne s'en prit plus à elle comme autrefois, et lorsqu'elle lui apporta du thé un après-midi pluvieux, il lui adressa même un léger signe de tête en guise de remerciement. Le personnel de maison remarqua le changement. Momonkeshi sourit d'un air entendu, tandis que d'autres murmuraient que la nouvelle servante charmait l'infirme. Mais Ife ignora les rumeurs. Elle ne faisait pas cela pour obtenir des éloges. Elle voyait un homme se frayer un chemin vers la dignité, et au fond d'elle, elle savait qu'il avait besoin d'un point d'ancrage, de quelqu'un qui le considère comme plus qu'un simple fardeau en fauteuil roulant. Lentement, grâce à une compréhension tacite et à des gestes d'attention quotidiens, un lien fragile s'est tissé entre le serviteur et le maître. Au début, ce n'était qu'une pensée lancinante, à peine un murmure dans l'esprit d'Ife, mais quelque chose dans le comportement d'Obéna chaque matin après que Vivian lui avait servi le thé semblait anormal. Il devenait somnolent, désorienté et léthargique pendant ses réunions. Un soir, alors qu'elle débarrassait son plateau, elle remarqua que le thé avait une légère odeur amère, différente de l'arôme herbacé habituel. La curiosité piquée et l'inquiétude grandissante, Ife versa secrètement le reste dans une petite bouteille et la cacha dans sa chambre. Le lendemain matin, elle convainquit Momonkeshi de l'aider à comparer les feuilles de thé du bouillon de cuisine avec la tasse que Vivian préparait habituellement. La cuisinière en chef fronça les sourcils. « Il y a quelque chose d'étrange ici, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne vient pas de nos réserves. » Le cœur d'Ife battait fort. Vivian manigançait quelque chose, et Obéna n'en avait aucune idée. Effrayée mais résolue, Ife continua de collecter des échantillons chaque fois qu'elle le pouvait, les étiquetant discrètement et les cachant parmi ses affaires. Momonkeshi l'a mis en garde contre la plus grande prudence. « Si elle l'apprend, elle n'hésitera pas à te détruire, » prévint la vieille femme. Mais cela pourrait sauver la vie d'Oga. Chaque jour, Ife observait Vivian de plus près, comment elle préparait soigneusement le verre d'Obéna, comment elle insistait pour le lui apporter elle-même, et comment elle partait toujours rapidement après. L'énigme commençait à se résoudre, mais les preuves étaient encore minces. Ce qu'Ife ignorait, c'est que chacun de ses faits et gestes était désormais observé, non seulement par Vivian, mais aussi par Chidi, dont les soupçons grandissaient à chaque murmure dans les couloirs. La bataille silencieuse avait commencé, et Ife ignorait totalement la dangerosité du jeu. Obéna avait toujours été un homme fier, mais l'idée de ne jamais reprendre le contrôle de sa vie le hantait quotidiennement. Un matin, seul dans l'aile du gymnase, poussiéreuse depuis son accident, il fixait le harnais de mobilité rouillé que son kinésithérapeute lui avait un jour conseillé. La sueur perlait à son front tandis qu'il se repositionnait lentement, sanglant ses jambes et ses épaules de ses doigts tremblants. Chaque pièce de l'engin semblait se moquer de lui rappelant ce qu'il avait perdu. Les dents serrées, il appuya sur le bouton pour se redresser, gémissant tandis que l'appareil gémissait avec lui. Il fit un pas hésitant, puis un autre, avant de s'effondrer lourdement sur le tapis. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années coulèrent silencieusement sur son visage. Ife le retrouva quelques instants plus tard, luttant pour respirer, humilié au-delà des mots. « Ne me touche pas » lança-t-il d'une voix rauque, mais elle l'ignora. Elle s'agenouilla près de lui et posa doucement une main sur son bras. « Tu n'es pas faible parce que tu es tombé »
dit-elle doucement. Tu es fort parce que tu as essayé. Ces paroles brisèrent quelque chose en lui et, pour la première fois, il laissa quelqu'un percevoir pleinement sa douleur. Elle l'aida à se rasseoir, avec patience et sans jugement. Ce soir-là, Obéna ne mangea pas seul. Il invita Ife à s'asseoir avec lui dans la salle à manger, et bien que le silence fût d'abord total, à la fin du repas, il lui avait révélé le nom de toutes les entreprises qu'il possédait, comme s'il passait le flambeau à quelqu'un qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il avait commencé à apprécier. Vivian était assise devant sa coiffeuse, ses longs ongles tapotant rythmiquement sur la vitre tandis qu'elle fixait son reflet avec un ricanement. Il sourit à nouveau, murmura-t-elle. Depuis quand sourit-il? Chidi, allongé dans un peignoir de l'autre côté de la pièce, sirotait nonchalamment du vin. Peut-être que ta petite amie a trouvé le moyen de l'amuser, dit-il avec un sourire moqueur. Les yeux de Vivian se plissèrent. Elle s'approche trop. Chidi ricana, mais son rire était tendu. Il l'avait remarqué aussi, la façon dont Obéna rejetait désormais ses suggestions, la façon dont il demandait à Ife de consulter son agenda ou ses ordonnances. Quelque chose était en train de changer, et cela promettait des ennuis. Alors donnons-lui une raison de partir, dit Vivian d'une voix aigre. Ce qui avait commencé par de l'irritation se transforma rapidement en envie. La présence d'Ife, autrefois insignifiante, constituait désormais une menace pour le pouvoir qu'ils avaient soigneusement bâti. Au cours des jours suivants, Ife remarqua d'étranges changements. Son placard fut réorganisé. Ses tâches matinales furent réorganisées. L'un des chauffeurs l'accusa même de l'avoir insultée, ce qu'elle n'avait pas fait. Maman Keshi la prévint à nouveau en murmurant. On essaie de te briser le moral. Ne les laissez pas faire. Mais Ife est restée calme et résiliente. Elle n'a affronté ni Vivian ni Chidi. Au lieu de cela, elle travaillait plus dur, souriait davantage et restait proche d'Obéna, qui l'invitait désormais aux réunions et commençait même à lire des propositions à voix haute juste pour connaître son avis. Chaque acte de gentillesse alimentait le feu sacré de Vivian. Et Chidi, il avait déjà commencé à préparer quelque chose qui non seulement ébranlerait Ife, mais l'effacerait complètement du manoir. Tard un soir, alors qu'elle nettoyait le salon principal, Ife aperçut Chidi entrant d'un pas rapide dans le vieux bureau familial, rarement utilisé depuis la mort du patriarche. Ses gestes semblaient précipités, sournois. Silencieuse comme un chat, elle le suivit, cachée derrière un rideau entr'ouvert. Par la fente, elle le vit feuilleter des dossiers dans un tiroir verrouillé qu'Obéna n'avait jamais touché. Il en sortit une pile de documents, prit rapidement des photos avec son téléphone, puis les fourra dans son manteau. Le cœur d'Ife battait fort. Elle prit son téléphone et commença à enregistrer, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Quoi que Chidi fasse, ce n'était pas légal. Elle ne comprenait pas tous les détails, mais elle savait que ce n'était pas comme d'habitude. Il volait, peut-être la preuve même nécessaire pour paralyser définitivement le contrôle d'Obéna. Ce soir-là, elle montra les images à Momonkeshi, dont les yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Ce sont des titres de propriété, murmura-t-elle. Yoruba, du projet Aja, a refusé de divulguer la vidéo. Forte de cette preuve, Ife a glissé la vidéo sur une clé USB et a envoyé un message à l'avocat âgé, demandant un rendez-vous secret. Le lendemain après-midi, elle a rencontré l'avocat discrètement près du portail arrière, où elle lui a remis la clé, les mains tremblantes. « Fais attention, mon enfant », la prévint âgé. « Tu danses avec des serpents. » Ife hocha la tête, le visage figé par une détermination sereine. Elle ignorait l'issue, mais elle avait franchi la ligne de non-retour. La vérité était désormais en jeu, et ce n'était qu'une question de temps avant que la maison des mensonges ne s'effondre. La pluie nocturne tombait à torrents, de celles qui faisaient déborder les gouttières crasseuses et résonnaient d'un vent fantomatique sur les murs du manoir. Ife revenait d'une petite promenade pour déposer ses reçus de médicaments à la guérite lorsqu'elle découvrit la porte latérale verrouillée. Déconcertée, elle essaya l'entrée arrière, également verrouillée. Puis la cuisine. Aucune réponse. Trempée et tremblante, elle frappa doucement, puis plus fort. Ce n'est qu'en apercevant un instant à travers le rideau qu'elle comprit ce qui se passait. Vivian l'observait depuis la fenêtre du salon, un verre de vin à la main, un sourire satisfait aux lèvres. La poitrina d'Ifa s'asserra d'incrédulité. La femme l'avait enfermée dehors sous la pluie. Pourquoi faire? Oser faire quelque chose? Alors que le tonnerre grondait, Ife s'éloigna de la porte et s'accroupit près du pilier,
tremblante, trempée et complètement abandonnée. Mais elle ne pleura pas. Elle savait que c'était un avertissement. Elle ne s'attendait pas à une telle cruauté. 1 heure s'écoula avant que la porte ne s'ouvre enfin. Obina avait entendu le vacarme et avait ordonné aux gardes de la laisser entrer. Il parut stupéfait en la voyant, ses vêtements collés à sa peau, ses lèvres légèrement bleues de froid, ses mains tremblantes. « Qui t'a enfermé dehors » demanda-t-il sèchement. Comme elle hésitait, il ajouta « Était-ce Vivian ?» Elle n'avait pas besoin de répondre. Son silence en disait long. La fureur dans ses yeux était quelque chose qu'Ifeu n'avait jamais vu auparavant, non pas la rage tenace qu'il portait quotidiennement, mais une colère vive et dirigée. « Tu n'es pas un esclave. » Gravitie-elle. C'est ma maison, et elle n'y avait aucun droit. Cette nuit-là, Obina éleva la voix contre Vivian pour la première fois depuis des années. Toute la maisonnée entendit la bagarre. Les murs tremblèrent sous son indignation. « Touche-la encore, et tu regretteras de m'avoir épousé, rugit-il. Vivian était stupéfaite. Pour la première fois, elle réalisa que l'homme qu'elle avait écrasé avait peut-être encore du cran, et qu'Ifeu était devenu sa force. Le lendemain de la tempête, l'avocat âgé arriva au manoir avec une enveloppe scellée portant la signature du patriarche Maduka. Obina, encore sous le coup de la confrontation de la nuit précédente, l'avait convoqué en privé. Alors que le vieil avocat ouvrait le document dans le bureau, les yeux d'Obina parcoururent le parchemin, se rétrécissant à chaque ligne. Puis il se figea. « Il la mentionnait » demanda Obina d'une voix presque chuchotée. Âgé hocha la tête. « Oui. Ton père avait prévu la ruine qui allait suivre. Il écrivit, et je cite, « Quiconque défend la vérité sans profit héritera du cœur de cette maison. » Au bas de la page, sous un jargon juridique complexe, se trouvait une clause reconnaissant l'héritage moral de toute personne se levant pour protéger cet héritage, une clause ouverte sur laquelle Obina avait l'autorité légale pour agir. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir traversa la poitrine d'Obina. Son père le savait. Il avait laissé une lueur d'espoir dans l'obscurité. Plus tard dans la journée, Obina fit venir Ifeu dans son bureau. Elle entra prudemment, s'attendant à une réprimande, mais elle le trouva à la main, le testament ouvert. « Saviez-vous que mon père était paranoïaque » commença-t-il, les yeux rivés sur elle. Il ne faisait confiance à presque personne. Même pas moi, finalement. Mais il a laissé un message pour quelqu'un comme toi. Il lui a tendu le document et a observé sa réaction. Les mains d'Ifeu tremblaient en lisant la clause, son souffle coupé. « Oui, je ne comprends pas, » dit-elle. « Pourquoi écrirait-il sur quelqu'un comme moi ?» Obina se pencha en arrière, l'air plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu. Parce qu'il comprenait que le pouvoir ne porte pas toujours une couronne. Parfois, il racle les sols et porte un poids que personne d'autre ne portera. Les yeux d'Ifeu se remplirent de larmes, non pas de joie, mais du poids accablant d'être enfin vus. À cet instant, ils savaient tous deux que le vent avait tourné. Et la vérité avait enfin trouvé un nom. Vivian n'était pas dupe. Elle remarqua les changements subtils mais indéniables, la façon dont Obina gardait désormais son poing fermé, les allées et venues plus fréquentes d'Agé, et la façon dont le nom d'Ifeu était prononcé avec une révérence qui la troublait. Son insécurité se masquait de fureur. Un après-midi, elle se glissa dans la chambre d'Obina avec un plateau de nourriture et un chemisier décolleté, espérant retrouver son contrôle déclinant. « On peut arranger ça » pria-t-elle en passant une main manucurée sur son bras. « Toi et moi, on était puissants autrefois. On peut redevenir comme ça. » Mais Obina la fixa, indifférent. « Toi et moi n'avons jamais été puissants, » répondit-il sèchement. « Tu as utilisé mon pouvoir. Il y a une différence. » Le sourire de Vivian s'estompa. Elle fit tomber le plateau de la table, brisant la porcelaine au sol. « Tu vas le regretter » siffla-t-elle avant de sortir en trombe. Devant la porte, Ifeu avait tout entendu. Elle ramassa les assiettes brisées sans un mot, mais son silence trahissait une guerre déjà engagée. Ce soir-là, Chidi coinça Ifeu près du couloir menant à l'aile des invités. Son ton était d'une douceur trompeuse. « Tu es intelligente, je te l'accorde, » dit-il. Mais les gens intelligents savent quand s'éloigner. Lorsqu'elle tenta de passer, il la saisit par le bras, juste le temps de lui faire comprendre son point de vue. « Reste sur ta voie, ou je te ruine. » Ifeu libéra son bras, le regard féroce. « Tu ne me fais pas peur, » dit-elle doucement. « J'ai vécu des choses pires que des lâches en chaussures de marque. » Obina, qui s'était avancé dans le couloir sans se faire remarquer, comprit la dernière partie.
C'est comme ça qu'on parle au personnel maintenant, Chidi? Demanda-t-il d'une voix sèche. Chidi Seraidit. Obina Essevankalentamet. Touche-la encore, et tu le regretteras plus que tu ne l'aurais imaginé. Un silence tendu s'abattit sur le couloir. Chidi s'éloigna, mais Ife savait qu'ils n'en avaient pas fini. Ils avaient déclaré la guerre. Et cette fois, le champ de bataille était la vérité. Pendant des semaines, Obina avait évité le bureau privé du défunt patriarche, une pièce remplie de livres poussiéreux, de photos décolorées et de souvenirs douloureux. Mais maintenant, avec Vivian et Chidi proches et l'enquête d'Agé toujours en cours, il avait besoin de clarté. Il invoqua Ife, la seule personne en qui il avait suffisamment confiance, et ensemble, ils se dirigèrent vers l'aile. La porte s'ouvrit en grinçant après des années d'inactivité. À l'intérieur, l'air était lourd de silence. Au fond se trouvait une grande armoire avec les armoiries familiales gravées dans le bois. Mon père y gardait des copies de tout, murmura Obina en attrapant une clé attachée à son cou. Lorsqu'il ouvrit l'armoire, des piles de vieux dossiers, de disques et de registres manuscrits en sortirent. Documents financiers, actes de propriété, documents de propriété originaux de Maduka Enterprises. Tandis qu'Ife l'aidait à les trier, elle découvrit un dossier relié en cuir noir portant la mention « Confidentiel » AG Expansion. À l'intérieur se trouvaient des documents portant la fausse signature de Chidi et l'autorisation numérique de Vivian, des transferts de titres fonciers, des retraits illégaux, de fausses attributions. Voilà ce qu'il cachait, dit-elle, stupéfaite. Le visage d'Obina s'assombrit. Ils utilisèrent mon silence comme arme. Avec ces documents, la dynamique du pouvoir changea radicalement. AG confirma que les documents étaient recevables et suffisamment explosifs pour non seulement écarter Chidi de toute position d'influence, mais aussi pour l'impliquer dans une fraude flagrante. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Ife verrouilla à nouveau l'armoire. Obina posa une main sur la sienne. « Tu m'as ramené à la vie, Ifinania, dit-il. Et maintenant, nous les traduirons en justice. » Elle acquiesça. La vérité n'était plus un simple murmure. Elle était sur le point de rugir. 2 jours plus tard, dans l'intimité de son bureau, en compagnie de l'avocat âgé, Obina signa un Nouveau Testament. Le stylo tremblait légèrement dans sa main, non pas de faiblesse, mais sous le poids de ce qu'il faisait. Il avait réécrit l'avenir. Le document privait Vivian et Chidi de tous leurs droits, à l'exception de ce qui était légalement nécessaire pour éviter de longues batailles judiciaires. Le reste, la majeure partie de son patrimoine, les actions de la société et ses portefeuilles immobiliers, devaient être confiés à une fondation dont Ifinania serait nommée administratrice et gardienne du Maduka Legacy Trust. Elle n'a rien demandé de tout cela, déclara Obina solennellement. Elle l'a mérité. Agé hocha la tête, scella le testament et le rangea dans une mallette sécurisée. « Êtes-vous prêt pour la tempête » demanda-t-il. Les yeux d'Obina brillèrent d'une calme résolution. « Qu'il vienne. Cette fois, je serai debout. » À la tombée de la nuit, Obina appela Ife à ses côtés et lui expliqua ce qu'il avait fait. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, puis se remplirent de larmes. « Monsieur, je ne veux pas de votre argent, » dit-elle avec sérieux. « Je voulais juste vous aider. » Obina sourit doucement. « Et c'est exactement pour ça que tu le mérites. Ma richesse reposait autrefois sur la peur et la domination. Maintenant, il faudra compter sur la dignité. » Elle s'agenouilla devant lui, non par soumission, mais par pure incrédulité qu'une vie de ménage les conduit ici. Devant le bureau, des ombres se déplaçaient, Vivian avait tout entendu. Ses yeux brûlaient de fureur, ses poings serrés. Chidi serait prévenu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le Nouveau Testament n'était pas seulement un transfert de pouvoir, c'était le début de leur fin. La confrontation éclata comme un coup de tonnerre sur une ville endormie. Elle eut lieu dans la grande salle, juste après le petit déjeuner, avec tout le personnel de la maison à portée de voix. Vivian fit irruption, le regard hagard, entraînant Chidi derrière elle, tenant un exemplaire froissé du Nouveau Testament. « Voilà comment tu me remercies » hurla-t-elle en jetant le papier sur la poitrine d'Obina. « Tu confies ton empire à ta servante. » Obina, assis dans son fauteuil roulant mais imposant, prit calmement le document et le plia soigneusement. « À quelqu'un qui m'a sauvé la vie? Oui. À quelqu'un qui m'a défendu quand personne d'autre ne l'a fait. Chidi S.A. Vansa, le visage noirci par la fureur. « Tout est fini, Obina. Nous allons contester cela devant le tribunal. Tu n'es pas stable mentalement. Tout le monde sait que tu es drogué depuis des mois.
C'est alors qu'Ife sortit du couloir, calme et résolu, sa voix tranchant le chaos. J'ai gardé les échantillons de thé, dit-elle en brandissant un petit sachet transparent. Et j'ai le rapport d'analyse. Elle l'empoisonnait. La pièce entière se figea. Maman Keshi, qui écoutait depuis la cuisine, sortit et acquiesça d'un signe de tête. Nous l'avons envoyé à un laboratoire privé. Les résultats sont arrivés hier. L'avocat AGI, déjà présent avec des agents en civil, a donné le signal. Nous avons également des images de surveillance, a-t-il ajouté en désignant la police. En quelques secondes, les agents ont encerclé Shidi et Vivian. Shidi Maduka, vous êtes en état d'arrestation pour fraude en entreprise, contrefaçon et association de malfaiteurs. Vivian se jeta sur Ife, mais fut retenue. Espèce d'ingrate. Tu crois avoir gagné? Hurla-t-elle. Obena n'a pas bronché. Elle n'a pas gagné. La vérité? Oui. Alors que Shidi était menotté et que Vivian hurlait hors du portail, le manoir Maduka, autrefois réduit au silence par la peur, respirait pour la première fois depuis des années. Les jours qui suivirent furent comme un rayon de soleil après une longue période de tonnerre. Shidi fut placé en détention provisoire, sa libération sous caution lui ayant été refusée après la révélation de multiples irrégularités financières. Vivian, publiquement déshonoré, reçut le soir même les papiers du divorce, délivrés avec la fermeté discrète d'Obena. Ses cris et ses menaces n'avaient plus aucun sens. Le manoir, autrefois prison de secret, se transformait peu à peu en un lieu de ressourcement. Le personnel, autrefois réticent à s'exprimer, déambulait désormais librement dans les couloirs. Ife, bien qu'accablée par l'attention, gardait les pieds sur terre. Elle est restée aux côtés d'Obena à chaque étape de l'affaire, l'aidant non seulement à gérer le redressement juridique du domaine, mais aussi les conséquences émotionnelles d'années de trahison. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Demanda Obena en man. Parce qu'il s'assurait qu'on ne regarde jamais à l'intérieur, répondit gentiment Ife. Mais maintenant, tu le fais. La relation d'Obena avec le personnel commença à changer. Il convoquait les réunions non pas pour ordonner, mais pour écouter. Il s'excusa pour la façon dont il avait traité tout le monde après son accident. La douleur m'a rendu cruel, a-t-il admis. Mais personne ne mérite d'hériter de l'amertume d'autrui. Un à un, les ouvriers lui ont pardonné, leur respect retrouvé, non par la richesse, mais par l'humilité. La maison était nettoyée, non seulement de la poussière et du désordre, mais aussi du poison qui s'y était incrusté pendant des années. Ife était encore une ancienne servante, mais sa voix avait désormais du poids, son opinion prise en compte. Sa force avait reconstruit un homme autrefois considéré comme ruiné. Mais surtout, elle avait rappelé à tous, y compris à Obena lui-même, que la dignité pouvait être restaurée, même au plus profond du désespoir. Tout avait commencé par le léger bourdonnement de l'appareil de physiothérapie et le gémissement d'Obena. La kinésithérapie avait repris avec une vigueur renouvelée, et même si les progrès étaient lents, ils étaient réels. Il pouvait désormais s'asseoir plus droit, soulever des poids avec ses bras, et avec de l'aide, tenter de passer seul du fauteuil roulant au canapé. Ife restait son compagnon constant, l'encourageant sans le presser. « Tu ne fais la course avec personne, » disait-elle. « Ne t'arrête pas, même si c'est dans ta tête. » Ces paroles, douces et posées, devinrent son mantra. À mesure que la force lui revenait, son identité aussi, non pas celle d'un milliardaire handicapé, mais celle d'un homme ayant survécu à la ruine et ayant encore la force de se reconstruire. En dehors des séances de thérapie, le manoir avait prospéré. Les jardins avaient été restaurés. Le personnel avait reçu des primes. L'énergie qui régnait au sein du domaine était désormais chaleureuse et non conflictuelle. Maman Keshi reprenait ses célèbres festins jalaves du week-end, souvent avec Obena à table, partageant les rires avec le personnel. Ife, autrefois appelée la femme de chambre, coordonnait désormais les plannings, supervisait les événements et assistait, même baristait AGI dans ses communications commerciales. Quand Obena lui a suggéré de s'inscrire en école de commerce, elle a hésité. « Tu en as assez fait pour moi » a-t-elle dit. « Alors laisse-moi faire plus » a-t-il répondu. « Laisse-moi être la raison pour laquelle tu ne douteras plus jamais de ta valeur. » Ce n'était plus une question de pitié ou d'obligation. C'était une question de gratitude, de reconnaissance et de la guérison silencieuse d'un homme qui avait enfin appris à dire merci. Un samedi matin ensoleillé, Obena se rendit en fauteuil roulant dans le salon principal où tout le personnel de la maison avait été convoqué.
Il portait un cafetan blanc impeccable, sa barbe était soigneusement taillée, et sa voix, plus claire que jamais, tranchait sur les murmures. « Je dois à cette maison plus que je ne pourrai jamais lui rendre, » commença-t-il. « Pendant des années, j'ai laissé la douleur me dominer. Je me suis déchaîné. J'ai blessé les gens. Mais une personne refusa de laisser mon amertume prendre le dessus. Ifinanya Okek, s'il te plaît, avance. » Ife, surprise et timide, s'avança lentement. Obena se tourna vers elle et lui dit « Tu ne t'es pas contenté de me défendre. Tu as défendu ce que j'avais oublié, la vérité, la loyauté, la gentillesse. C'est ce qui fait un leader. C'est ce dont cette maison a besoin. » Il marqua une pause, puis reprit. « Aujourd'hui, je te nomme nouvel administrateur de la succession de la famille Maduka. » Des halètements emplirent la pièce, mais Ife resta stupéfaite. « Je ne suis qu'une servante, murmura-t-elle. Obina Surit. Tu n'as jamais été une simple servante. Tu étais celle qui me rappelait que j'étais toujours un homme. » Sous les applaudissements, il lui remit une lettre officielle à son nom, signée et cachetée. À côté se trouvait une lettre d'admission à l'université, déjà payée en totalité. Les applaudissements se transformèrent en acclamations. Maman Keshi pleurait dans un coin, serrant son tablier. Ife essaya de parler, mais ses mots étaient enfouis sous l'émotion. La dignité ne se donne pas, elle se restitue. Et ce jour-là, le poids des vieilles blessures enfin levé, Obena offrit la seule chose qui lui restait réellement à offrir, l'honneur. Et Ife, toujours humble, le portait comme une couronne silencieuse. L'atmosphère du bureau était chargée de révérence. L'avocat AGI déposa la laine neuve sur le bureau en acajou d'Obena, et de quelques traits forts et délibérés, Obena signa la dernière page. « C'est fait, » dit l'avocat. « Vous l'avez officiellement nommé comme faisant partie de votre héritage. » Obena hocha lentement la tête, la main posée sur l'encre. « Non pas parce que je lui dois quelque chose, » dit-il doucement, « mais parce qu'elle m'a rendu tout ce que je croyais avoir perdu. » Dehors, la maisonnée s'animait dans une joie silencieuse. Ife avait commencé à superviser des actions caritatives par l'intermédiaire de la toute nouvelle fondation Maduka, qui venait déjà en aide aux veuves et aux orphelins de Lagos. Elle avait trouvé sa vocation, non pas comme servante, mais comme force de compassion et de structure. Par un dimanche matin frais, Obena se rendit en fauteuil roulant au centre du jardin, désormais restauré et fleuri. Ife le rejoignit et, ensemble, ils commencèrent la promenade. Cette fois, Obena ne s'assit pas. Il resta debout, agrippé à un déambulateur, les bras tremblants, les jambes tremblantes. Accompagné d'Ife, il marchait d'un pas hésitant. Le personnel l'observait en silence, les yeux écarquillés d'émotion. Arrivé au bout du chemin, il se tourna vers elle et lui dit « Tu es mon miracle, Ifinanya. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Et tu étais la preuve que les choses brisées peuvent être reconstruites. Tandis qu'ils repartaient ensemble, côte à côte, non plus maître et serviteur, mais égaux, le manoir derrière n'abritait plus seulement le pouvoir. Il renfermait quelque chose de plus profond. Un héritage non pas de richesse, mais de rédemption et de grâce. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.